Bonjour les loulous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances de carnaval. Quant à moi, je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse une petite vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais reprenons déjà à la première vidéo. Rappelez-vous, j'étais partie de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. J'avais découvert l'Uruguay et ensuite j'étais remontée de nouveau en Argentine dans une région qui s'appelle les Misiones. C'est ce petit bourrelet que vous voyez là entre le Paraguay et le Brésil. Et je vous avais laissé à la frontière de ces trois pays, prête à découvrir les chutes d'Iguassou. Les chutes d'Iguassou, c'est un endroit extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est des millions de mètres cubes d'eau, un petit peu partout dans un décor magnifique, entouré d'arbres, de forêts, tout ça très sauvage. Ça vaut vraiment le détour, on comprend pourquoi c'est considéré comme une des merveilles du monde. Et en plus, ça permet de découvrir des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme des petits singes, comme des coatis, qui ont l'air tout mignons, mais attention, ils ont des grandes dents, il faut s'en méfier, comme des tatous aussi, avec leur carapace, ces petits animaux solitaires, de très jolis oiseaux, ou encore des papillons. Après avoir découvert les chutes d'Iguassou, on est passé dans un autre pays, le Paraguay. On est allé en bus d'ici jusqu'à Asunción, la capitale. On n'a pas découvert beaucoup plus du pays parce que malheureusement ce n'est pas très bien desservi en bus et qu'en plus on a décidé de partir directement dans une autre capitale qui s'appelle Santiago, qui est la capitale du Chili. Pour faire quoi? Pour aller acheter une voiture. On s'est dit que ça allait être beaucoup plus facile avec une voiture de découvrir toute cette immensité et toute cette région dont on est tombé amoureux qui s'appelle la Patagonie, qui s'étend ici jusqu'en bas et qui passe sur les deux pays, l'Argentine et le Chili. Et pour commencer cette région, on a décidé de rejoindre la péninsule Valdés. Donc on a encore fait énormément de kilomètres, on est descendu jusqu'ici, cette petite péninsule qui donne sur l'océan Atlantique, donc la péninsule Valdés. Qu'est-ce que c'est que cette péninsule? C'est une réserve naturelle. Parce qu'il faut savoir qu'au Chili et en Argentine, ce sont deux pays très grands, comme vous pouvez le voir sur la carte évidemment. Pour vous donner une image, la Belgique elle fait un peu plus de 30 000 km². Et dans le Chili qu'on pense tout fin, tout petit, on peut déjà mettre la Belgique 25 fois. En Argentine, 70 fois. Mais il n'y a pas beaucoup plus d'habitants qu'en Belgique. Ça veut dire que partout, il y a énormément de paysages, de nature, beaucoup moins de villes que chez nous, beaucoup moins de maisons que chez nous. Donc en Argentine, par exemple, pour rejoindre la péninsule Valdés, on peut pendant 200 km ne rencontrer personne. Pas un village, pas un feu rouge, pas une maison, juste parfois des vaches ou des chevaux. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous étiez de chez vous, que vous décidez d'aller rejoindre la mer du Nord avec papa et maman en voiture et que vous rencontrez strictement personne. Et donc pour reprendre, oui, je vous disais qu'il y a énormément de réserves naturelles pour protéger toute cette nature et tous ces animaux qui sont merveilleux dans cette région. Parce que malheureusement, avec le tourisme, l'homme, la pollution, parfois le fait qu'on jette des déchets, parfois aussi des personnes qui veulent chasser les animaux, toute cette nature elle est en train de se dégrader et il faut la protéger. Donc voilà pourquoi on vous embête tout le temps dans la cour de récréation en disant ne jetez pas vos papiers, c'est pour prendre de bonnes habitudes parce que c'est très important. Mais je reviens à la péninsule Valdés, c'est un endroit magnifique qui donne sur l'Atlantique bleu et magnifique et qui permet aussi de découvrir plein d'animaux, comme la baleine franche australe. Alors c'est une grande baleine, quand même un peu plus petite que la baleine bleue, qui a comme des sortes de coquillages, des petits cailloux sur sa tête, partout sur son corps. Et en fait ce sont des parasites qui vivent en osmose avec la baleine. On a pu les voir de très près avec leurs baleineaux à moins de 3 mètres. On a aussi pu voir des orques, ça c'était très impressionnant. Et il faut savoir que les orques, ils ont une particularité dans cette région. Il n'y a que dans cet endroit au monde, que les orques viennent chasser les petites otaries, les petits phoques au bord de la plage. Ils se servent
des vagues pour réussir à avancer sur la plage. Et puis en bougeant et en prenant certaines positions, ils arrivent à retourner dans la mer avec les vagues. On a pu aussi voir énormément de pingouins parce que c'est la période où ils reviennent sur la terre pour creuser leur nid et mettre bien au chaud leurs œufs. Les papas, les mamans surveillent bien leurs œufs et après quand les bébés seront nés, ils pourront repartir dans l'eau. On a aussi vu des lions de mer, des éléphants de mer, donc vraiment encore une fois des animaux tous plus beaux les uns que les autres. Une autre région mythique qu'on a découvert, c'est la Terre de Feu. C'est cette petite partie-là. Alors avec d'un côté l'Argentine et le Chili, ils sont une ligne très bien tracée pour la frontière comme vous voyez. Alors pourquoi on l'appelle la Terre de Feu? Ça vient de Magellan, c'est un grand navigateur qui avait découvert cette partie du monde. Et quand il est arrivé, il a vu plein de fumée. Et en fait, elle venait d'où cette fumée? C'était les Indiens, les Yamana, qui faisaient énormément de feu pour se réchauffer parce qu'il ne fait pas très chaud dans cette région du monde. Et en plus, ils vivaient tout nus, avec juste de la graisse, par exemple de phoque, pour se réchauffer. Et ils avaient des abris en peau de guanaco. Les guanacos, c'est d'ailleurs un animal qu'on peut rencontrer partout en Patagonie. Donc c'est très facile d'avoir de la fourrure de guanaco. Et donc, d'abord, il a appelé cette partie du monde Terre de Fumée. Et c'est seulement après qu'on l'a renommée Terre de Feu, parce qu'on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Mais pourquoi est-elle si connue, cette Terre du Feu? Tout simplement parce que c'est le territoire le plus au sud du monde. Pas seulement en Amérique du Sud, comme vous le voyez sur la carte, mais de partout dans le monde. C'est tout simple, juste en dessous, on a simplement l'Antarctique. Et donc, par exemple, Ushuaia, qui est la ville la plus connue de cette terre de feu, est à environ 55 degrés de latitude sud. Qu'est-ce que c'est les latitudes? Je vous explique. Imaginons que c'est la terre, mon pamplemousse rose, qui est d'ailleurs un fruit très répandu au Chili. On l'a divisé en deux, avec une ligne imaginaire, comme ceci, qu'on appelle l'équateur. Comme ça, au-dessus, on a l'hémisphère nord, et en dessous, on a l'hémisphère sud. Et puis, à chaque fois, en parallèle, on a tracé d'autres lignes qui sont les latitudes et qui sont mesurées en degrés. On a aussi tracé d'autres lignes imaginaires, cette fois-ci verticales, qu'on appelle les longitudes. Et ça permet de pouvoir se repérer partout dans le monde. Quand on navigue, pour les avions, mais aussi papa et maman avec leur GPS se servent des coordonnées géographiques et c'est donc la latitude et la longitude. Mais je vous parlais d'Ushuaia, mais attention, ce n'est pas la ville la plus au sud du monde, c'est Puerto Williams qui, elle, est au Chili. Après la Terre de Feu, nous sommes évidemment remontés vers le nord, et cette fois-ci du côté de l'océan Pacifique. C'est toute une région où on s'est énormément baladé, on a même fait des treks de plusieurs jours dans la nature, parce que c'est une région magnifique, avec énormément de montagnes, de pics enneigés, plus que, comme vous pouvez le voir sur la carte, toute cette zone blanche ici, c'est la cordillère des Andes qui traverse le continent. Il y a aussi énormément de lacs, on en voit d'ailleurs juste 2-3 sur la carte, mais évidemment ma carte n'est pas très détaillée, vous pouvez imaginer qu'il y en a des centaines. Et surtout, ce qui m'a impressionné le plus dans cette région, ce sont les glaciers. Les glaciers sont énormes, on n'a pas l'habitude d'en voir en Europe. Et c'est quoi un glacier? C'est différentes couches de neige qui n'ont pas fondu, puisqu'on est en altitude, qui se sont superposées. Et j'ai même pu aller voir ça de plus près, parce que j'ai eu l'occasion de mettre des crampons et d'aller directement sur le glacier, d'aller pouvoir me promener dessus, de voir à quel point la glace est dure, mais aussi à quel point l'eau qui s'infiltre dedans peut créer des sculptures comme des caves qui sont absolument magnifiques. Et une autre chose qui m'a étonnée énormément dans les glaciers, c'est le bleu. Il y a des palettes de bleu incroyables, comme on n'en voit pas, et c'est vraiment très joli. Voilà, et donc après la découverte de la Patagonie, je suis de retour à Santiago pour faire quelques réparations sur la voiture et se reposer un petit peu avant d'entamer le nord-ouest de l'Argentine, d'autres pays comme le Pérou, la Bolivie ou encore l'Équateur. Donc voilà Santiago devant vous, grande capitale chilienne remplie de buildings, entourée de grandes montagnes qui font partie de la cordillère des Andes, cette fameuse chaîne qui sépare une bonne partie de l'Amérique du Sud. D'ailleurs,
La plus haute montagne d'Amérique du Sud est ici, pas très loin, c'est l'Aconcagua, à plus de 6000 mètres. Alors comme vous voyez, il fait plutôt beau. Suivez-moi, je vais vous expliquer pourquoi. Chez vous, c'est l'hiver, vous avez froid, vous êtes avec vos bonnets, vos moufles. Et comme vous voyez, moi, j'ai pas besoin de tout ça parce que ici, c'est l'été. Pourquoi? On imagine donc que c'est la Terre. Et la Terre, elle est légèrement inclinée par rapport au Soleil. Et elle va mettre 1 an pour tourner autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle la révolution. Et donc, à certains moments, les rayons du Soleil vont arriver beaucoup plus vite au sud, comme pour le moment chez moi. Ça sera l'été. Et les rayons vont être beaucoup plus longs pour atteindre le nord, ce sera l'hiver pour vous. Et tout en tournant autour du soleil, les rayons vont s'inverser et les saisons s'inverseront. Quand ce sera l'été pour vous, ici, ce sera l'hiver. C'est pas la seule différence, vous, en Belgique, vous êtes déjà couché en train de dormir parce qu'il y a 4 heures de décalage horaire. Pourquoi? Parce que justement, cette fameuse Terre, comme elle tourne sur elle-même, le soleil ne se lève pas partout en même temps. Il se lève d'abord tout à l'est, comme au Japon, qu'on appelle d'ailleurs le pays du soleil levant. Et donc, on a inventé des lignes imaginaires qu'on appelle les fuseaux horaires, pour que le soleil ne se lève pas à 2 heures du matin, par exemple, dans un pays. Et toutes ces lignes imaginaires, on les a tracées verticalement, et c'est ce qu'on appelle les fuseaux horaires. Et donc, en fonction du pays où vous êtes, l'heure se décale d'1 heure par 1 heure, et ici, il y a un décalage horaire de 4 heures. Voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir ces petites explications. J'ai fait un petit peu vite parce que c'est pas facile de charger les vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, que ce soit avec la classe, avec vos parents, par le blog, par mail. Et promis, j'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous embrasse très très fort. À très bientôt les loulous.